Henri Conze. Donc, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'Université catholique de Lille dans le cadre de l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. On va parler d'innovation, mais on va parler d'innovation dans un domaine majeur qui structure toute l'économie de la planète, qui est la question de l'énergie. Et vous avez participé très particulièrement à un moment clé des choix français. C'est le choix de favoriser l'énergie nucléaire. On est un des pays qui a le plus précisément fait ce choix dans les années 50, 60. Pouvez-vous nous raconter ce moment très particulier qui correspond d'ailleurs au commencement de votre carrière? Et on va suivre ensuite votre carrière au fil du temps pour voir les différentes étapes. Donc, première étape, vous travaillez sur le projet nucléaire français, à la fois militaire, mais il est lié au civil. Comment cette décision au plus haut niveau est prise, puisque vous êtes à ce moment-là dans le secret des dieux, entre guillemets? Oui, bonjour Michel. Oui, en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle, ma carrière dans le domaine nucléaire, mais dans le domaine nucléaire militaire. C'est l'époque, tout au début de la décennie 1960, où, après l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir, le général confirme l'effort nucléaire français qui avait démarré un petit peu avant, et en particulier au moment de la crise de Suez. Mais surtout, le général de Gaulle lance les grands programmes en matière nucléaire et en matière de porteurs de la bombe nucléaire, c'est-à-dire les missiles, les sous-marins, les avions bombardiers, etc., etc. Alors, ce qui est remarquable à ce moment-là, c'est qu'en quelque sorte, il y a un choix du général de Gaulle de faire cela à un moment où, en fait, dans le monde, seuls les Américains maîtrisent la bombe. Ah non, à ce moment-là, il n'y a pas que les Américains, il y a les Britanniques, il y a les Soviétiques, enfin, il y a la Russie, et la Chine elle-même, je dirais, au début de la décennie 60, expérimente ses premières bombas, puis la bombache, je crois, en 1966. Donc la Chine, l'Angleterre, la France et les États-Unis. La Russie et les États-Unis. 5 viendra se joindre, Israël. Qui sont en fait les 5 puissances qui ont gagné la guerre. Ce sont les 5 puissances membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité. Donc dans cette décennie 60, très vite, je participe, soit au sein du ministère de la Défense, soit au sein du commissariat à l'énergie atomique, partie militaire, à la recherche et au développement des premiers engins nucléaires et des premiers efforts dans la recherche du thermonucléaire, c'est-à-dire des bombages. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est stratégique à ce moment-là pour la France? Et quel est le choix? Est-ce que le général de Gaulle pouvait choisir de ne pas le faire, par exemple? C'était pas dans sa nature, je crois qu'il ne s'est jamais posé la question. Ce qui était nouveau, par rapport à ce qui aurait pu se faire sans lui, c'était que le général avait une vision tout à fait manichéenne de l'indépendance. Il ne s'agissait pas d'être capable de concevoir une charge nucléaire, mais il fallait que nous soyons indépendants et que nous ne dépendions de personne pour tout ce qui concourt à une force de dissuasion crédible par rapport à nos adversaires potentiels, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on lance tous les programmes de missiles, qui ensuite nous conduiront dans l'espace. Il n'y aurait pas eu Ariane sans les premiers missiles stratégiques français décidés en 1960, grosso modo en 1960. Et je veux dire, contrairement par exemple à ce que les Britanniques ont eu comme politique, qui a été de choisir une collaboration avec les États-Unis pour les sous-marins nucléaires, pour les missiles stratégiques, la France a de par décision du général de Gaulle, a tenu à ce que de A à Z, jusqu'au dernier boulon, nos systèmes de dissuasion soient 100% français. Alors cette indépendance, elle a un coût. Ça représente des investissements massifs. Et deuxième question,
quel est le lien avec le nucléaire civil? Est-ce qu'il y a un lien avec le nucléaire civil? Alors, cette notion d'indépendance a un coût, vous avez raison, parfaitement raison. Hein. Nous avons, à l'époque, développé l'enrichissement de l'uranium avec Pierre Latte, le traitement des matériaux irradiés avec Marcoule, un certain nombre d'investissements très lourds dans ce domaine-là. Mais quand arrive la première crise pétrolière, 1973, la décision est prise immédiatement, sous l'impulsion d'ailleurs d'un homme qui a été mon maître pendant un certain nombre d'années, qui s'appelait André Giraud, qui fut ultérieurement ministre de l'Industrie, ministre de la Défense, mais qui, à ce moment-là, a été simple administrateur général du CEA. En quelques mois, à ce moment-là, la décision est prise de lancer le grand programme électronucléaire français, qu'on ne peut lancer que parce que nous avons eu Pierre Latte, nous avons eu Marcoule, que nous savons enrichir de l'uranium, que nous savons le retraiter, et nous lançons ce programme, j'allais dire, dans des conditions absolument remarquables quand on regarde ses résultats, son aboutissement et son coût. Il n'y a jamais eu, dans le programme électronucléaire français, de dépassement des devis. Tout a été fait dans les règles et à l'heure dite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si nous serions capables encore d'avoir, avec ce qui existe, l'électricité la moins chère d'Europe, ce qui malheureusement, pour d'autres raisons, n'est pas le cas. Alors, cette décision d'André Giraud, elle est prise comment? Parce que là, il y a un autre aspect très intéressant, c'est la gouvernance. Et vous me disiez dans une rencontre privée à quel point ça avait été la décision d'un homme dans son bureau, un peu seul. Est-ce que, évidemment, c'était appuyé par le général de Gaulle? Comment ça se passe, une décision aussi importante qui va structurer l'avenir du pays, qui va structurer l'économie du pays? Bon, le général de Gaulle est parti depuis un certain temps. Ce n'est à ce moment-là pas le général de Gaulle qui est à la tête du pays, c'est Pompidou. Pompidou. C'est Pompidou. Oui, mais alors Pompidou qui est déjà fatigué, il faut bien dire, mais Pompidou, j'allais dire, adopte tout de suite la réaction qu'il faut prendre, parce que Pompidou avait une notion de la politique industrielle que malheureusement on a petit à petit, au fil des décennies postérieures, un petit peu oublié. C'est-à-dire Pompidou avait de la politique industrielle une vision tout à fait extraordinaire, ce qui s'est traduit d'ailleurs par une décision très rapide, une décision presque immédiate, de choisir la filière électronucléaire qui est celle de Westinghouse, de la développer dans des conditions de production en série qui ont permis de réduire considérablement les coûts d'investissement qu'il a fallu réaliser. Et cela, je vais dire, c'est une décision d'André Giraud absolument unique au monde. Il faut bien voir que le parc actuel électronucléaire français, avec ses 900 mégawatts et dans une certaine mesure les 1300 mégawatts, ce sont des réacteurs identiques, ce qui permet d'ailleurs de résoudre de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus économique les problèmes, par exemple, de sécurité que l'on peut avoir sur ce type de réacteur. Et accompagné de ceci, j'allais dire un discours très simple, le discours de la vérité en matière de promotion dans l'opinion de la décision qui venait d'être prise, qui est, souvenons-nous, je caricature, mais c'est profondément vrai, c'est ce discours disant nous n'avons plus de charbon, nous n'avons pas de pétrole, nous avons exploité toute l'hydraulicité possible, il nous reste que le nucléaire, nous allons essayer de le faire le mieux possible, dans les conditions de sécurité les meilleures possibles, de façon à faire face à la crise pétrolière que nous subissons. Et ce discours a été, souvenons-nous, parfaitement accepté par l'ensemble du pays. Il n'y a eu aucune réaction, aucune hostilité à ce programme qui venait de se lancer, et Dieu sait qu'il était important. Alors vous allez piloter dans une grande mesure le développement de ce programme, et vous allez aussi travailler avec sans doute Marcel Boiteux, qui à EDF va travailler sur la partie civile. Au fond, comment ce programme très vaste, qui représente une part significative de l'économie française en tant que telle, et va avoir un impact, est-ce que
j'ai eu cette discussion avec Marcel Boiteux. Comment vous pouvez chiffrer un peu à la fois le coût à l'origine et en même temps l'impact, les bénéfices? Est-ce que ça a été fait, j'imagine, pour donner aux étudiants une idée un peu de ce dont on parle en termes de masse économique et de l'impact sur l'économie de la France? À quoi ressemblerait la France sans le programme? D'abord, je veux dissiper un malentendu. Je suis resté, enfin, dans cette époque-là, dans des activités purement militaires dans le domaine nucléaire, et je ne suis jamais intervenu dans le programme électronucléaire. Je l'ai suivi parce que, en particulier au travers de séjours au CEA, on ne pouvait pas ne pas les suivre. Hein, mais par contre, je ne suis jamais intervenu. Ceci dit, vu un peu de l'extérieur, donc avec une vision qui pouvait être impartiale, je crois que la raison profonde de ce succès a été que le pays a formé une équipe sur cette question. Une équipe dans laquelle chacun des partenaires avait sa place et ne marchait pas sur les pieds de l'autre. Cette équipe, c'était d'abord le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui avait la responsabilité de la définition des concepts et de leur démonstration. Et une fois, je dirais, cette phase accomplie, le CEA transférait au maître d'œuvre, qui était l'EDF. Il y avait combien de personnes au CEA pour donner c'est le département énergie nucléaire. Alors, à l'époque, je ne me souviens plus. Je dirais aujourd'hui, le département énergie nucléaire, c'est 4000 personnes, essentiellement des ingénieurs. On transférait ensuite à l'EDF, chargé, évidemment, de mettre en place les réacteurs et d'en extraire l'énergie nécessaire à la vie du pays. Donc l'EDF s'appuyait sur des sociétés de génie civil importantes, et la naissance des Bouygues et consorts. L'EDF ne s'est jamais mêlé de génie civil. L'EDF s'est appuyé sur ceux qui savaient faire du béton. Et à côté de ça, on a créé, j'allais dire, ce qui manquait dans notre industrie, comme entité capable de faire ce que l'on ne savait pas encore faire. C'est la création de Framatome. Framatome chargé de réaliser les chaudières, qui était un véritable défi à l'époque, puisque le projet, c'était presque 60 chaudières, ces énormes cuves, qui sont extrêmement difficiles à réaliser. C'est à l'époque, on peut la création de Chalon-sur-Saône, etc., etc. À l'époque, on peut dire que, par rapport à l'histoire de la France, c'est le plus grand chantier industriel de toute l'histoire de la France. Pour faire simple. Oui, je crois que soyons... il faut le dire. Même Richelieu n'avait pas fait aussi large. Donc Framatome, et on a créé la Cogema, qui était la nouvelle société chargée de trouver l'uranium, de le traiter et de le transformer en matériaux combustibles sous forme des barres que l'on met dans les chaudières de ces réacteurs. Et en même temps, on a tout de suite mis le doigt sur l'importance cruciale de tous les systèmes de commandement et de contrôle de nos installations nucléaires, qui a été un vaste programme qui a été à l'époque confié à SEMA, qui est devenu ensuite SEMA Group. Voilà donc l'équipe de France qui s'est mise en place. Et quand on regarde cette équipe, on s'aperçoit que personne ne se marchait sur les pieds de l'autre. Il y avait les frontières étaient parfaitement perméables et parfaitement acceptées par tout le monde, ce qui fait qu'on n'a jamais entendu parler de la moindre difficulté dans la réalisation du programme électronucléaire français, même si, je dirais, en chiffres d'aujourd'hui, c'est quelques centaines de milliards d'euros qui étaient en jeu. Merci beaucoup, Henri. On va rentrer un peu plus dans les détails de vos liens avec les chercheurs américains au moment
de l'élaboration du programme militaire nucléaire, un moment tout à fait particulier, couvert par le secret à l'époque, et je suis très curieux d'échanger avec vous sur ces questions qui peuvent aujourd'hui être évoquées alors que pendant très longtemps elles ont été secrètes ou même ultra secrètes. Merci Henri en tout cas de ces échanges très importants pour nous où on comprend mieux l'histoire de la France récente. Merci.